Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes du groupe Label Média, composé de Sunu Label, chaîne au cœur du Sénégal, de Label Télévision, la chaîne panafricaine internationale, et de Radio Label. Vous êtes bien à la tribune du mardi. C'est une tribune qui nous permet d'aborder les questions les plus brûlantes de l'actualité. Et aujourd'hui, nous avons décidé, avec votre appui, avec votre présence, de parler de la présidentielle en France, la présidentielle 2022 qui va opposer Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Merci encore à vous d'être en notre compagnie pour Tribune du Mardi. Je suis, moi, en compagnie de notre confrère Abdou Karim Diaraté, qui est directeur de publication du magazine Le Panafricain. Il est membre de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Bonsoir, cher ami, cher confrère. Bonsoir, Georges. Et merci beaucoup de prendre part à cette émission. Ce n'est pas la première fois, en tout cas. Ça fait déjà plusieurs numéros auxquels vous participez. Justement, merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve sur ce plateau. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent sur Label TV. Ok. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci à l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, et à son président Noël Yao. Nous avons comme autre invité à cette émission Monsieur Siressi, qui est président du think tank, il faut que je prononce bien en anglais, Africa Worldwide Group, et il est enseignant en géopolitique. C'est l'occasion peut-être de présenter rapidement votre think tank. Voilà. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour à Abdoul Karim Diaraté du magazine Le Panafricain, que je lis très souvent, mais que j'ai eu le privilège et l'occasion de rencontrer pour la première fois à travers votre plateau. Monsieur Georges, bonjour à tous vos internautes, vos téléspectateurs, téléspectatrices. Effectivement, le think tank Africa Worldwide Group est un centre de réflexion qui essaie de regarder le monde à partir de l'Afrique. Ça veut dire que nous analysons le monde à partir des lunettes du continent africain, à partir de nos propres grilles d'analyse, nos grilles de lecture, mais aussi nos propres intérêts. C'est aussi un think tank, un centre de réflexion qui essaie de réfléchir sur les politiques publiques en Afrique, pour dire que il n'y a aucune fatalité qui tienne. L'Afrique n'a pas de destin. C'est à nous, Africains, de lui donner son destin. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être en notre compagnie. Il faut dire que, Siressi, vous êtes journaliste. Vous n'exercez plus en tant que journaliste, mais vous y êtes quand même. Tout à fait. Ouais. Ça fait presque 21 ans que j'étais dans le milieu de la presse, quoi. Mais il faut dire que ces 2 dernières années, j'ai un peu décroché à la faveur de l'enseignement. Je suis plutôt maintenant dans l'enseignement que dans les tâches opérationnelles ou managériales dans le cadre de la presse. Mais bon, on dit que c'est un métier que quand on y rentre, on n'y sort plus. Apparemment jamais. Ouais. Quoi. Et comme vous enseignez également tout ce qui est autour de la communication, de la géopolitique, eh bien, bon, c'est tant mieux. Alors, nous avons décidé aujourd'hui, comme annoncé tout à l'heure, de parler de cette présidentielle, surtout de ce deuxième tour, mais en même temps aussi du premier tour de la présidentielle française. Le deuxième tour, la finale, si on peut l'appeler de cette façon, va avoir lieu le 24 avril 2022. Il faut dire que c'est un enjeu important. En quoi, on peut poser la question, en quoi cela est-il important pour les Africains que nous sommes? Pour les Français, oui, mais pour les Africains que nous sommes, peut-être faut-il expliquer l'importance de l'élection française pour nous. Écoutez, Georges, je pense que l'élection présidentielle en France n'a jamais laissé les Africains indifférents, dans la mesure où nous avons des relations, je veux dire, les États africains ont des relations séculaires, en tout cas lointaines avec la France,
Et il y a également une forte diaspora africaine, entre 3 et 5 millions de Français d'origine africaine qui sont là-bas, et également des Africains qui ont choisi d'aller vivre en France, en Hexagone, un peu pour travailler dans le cadre de plusieurs activités autres, mais également il y a cette liaison, j'allais dire, je l'ai dit, séculaire avec la France, mais surtout ces relations aussi bien politiques, économiques. Nous allons peut-être y arriver au cours des débats, mais la France quand même représente pour l'Afrique, et en tout cas pour certains Africains, un cordon ombilical que certains veulent rompre et que d'autres, ma foi, pensent qu'il serait bon de voir comment faire en sorte que nos relations avec la France doivent davantage améliorer, ou certainement pour d'autres qu'il y ait un lâchage, il faut le dire directement. Mais de toute façon, la France représente, en tout cas pour l'Afrique, en tout cas pour les Africains, quelque chose quand même d'assez particulier, dans la mesure où il y a le français, la langue française qui unit quelques, disons, 200 millions de personnes, et à travers laquelle plutôt les Africains, beaucoup d'Africains se reconnaissent. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ce qui fait qu'il y a effectivement ce cordon ombilical en tout cas, qui est encore là, et pour lequel il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi le fameux sommet qui a lieu tous les 2 ans. Il y a le sommet France-Afrique. Mais il y a également la France-Afrique, qui est l'aspect un peu sur lequel on... La France-Afrique a un aspect beaucoup plus négatif. Un aspect, disons, très péjoratif. À l'époque avec Jacques Foccart, et par la suite, en fait, tout ce qui s'est passé depuis lors. Maintenant, il y aura quand même beaucoup à dire sur les relations actuelles, contemporaines avec la France. Il y a en tout cas toute une évolution, et il y a également des Africains qui ont également un pied en France. Nous allons certainement revenir sur tout ça pour dire que ce sont des relations qui sont anciennes, des relations qui sont assez fortes, mais des relations également contrastées avec tout ce qu'il y a eu comme amalgame, tout ce qu'il y a eu comme, disons, malentendu, qu'il faudrait certainement régler, et on verra tous ces problèmes-là au cours de nos échanges. Ok. Il faut dire aussi que, Siré-Si, nous sommes dans un monde connecté, globalisé, et vous qui êtes président d'un groupe de réflexion sur le monde à partir de l'Afrique, forcément, vous vous sentez concerné par cette élection en France. Deux réponses. Et d'ailleurs, c'est ce qui va marquer le caractère paradoxal chez nous. Ça veut dire qu'il y a à la fois un intérêt et un désintérêt pour la même. Oui. Il y a un intérêt pour nous, peut-être les enseignants, nous les journalistes, nous les gens très au fait un peu de ce qui se passe à travers le monde et qui regardent un peu l'actualité, où les élections en France ou les élections partout peut être un élément d'étude, un objet de réflexion. C'est vrai qu'il y a un intérêt. Alors si je combine ce que M. Diakhaté vient de dire avec la forte colonie africaine vivant en France, avec les rapports que nous avons entretenus avec la France, etc., il peut y avoir un intérêt. Mais par contre, pour le grand public africain, ça marque une forme de désintérêt. Pourquoi? Parce que jamais une élection française n'a été peu ou prou relayée par les presses africaines. À l'époque, à chaque fois qu'il s'agissait des élections en France, c'était pratiquement l'actualité prenait le haut du pavé, hein, comme on dit. Il y a tous les commentaires, les gens étaient scotchés devant la télévision. On avait même comme l'impression, les gens d'un certain âge, de mon âge certainement, avaient comme l'impression que les élections françaises se jouent ici même dans leur pays. Mais je me suis un peu aventuré à voir la presse africaine. C'est presque traité en der ou pratiquement epsilon. Ça ne marque plus. Donc, et ça a une lecture extrêmement importante qui fait que l'écrasante... Qu'est-ce que cela signifie? Voilà, ça veut dire que l'écrasante majorité des populations africaines ont passé l'éponge, disons-le comme ça, avec ce type de rapport, disons-nous, de la colonialité, disons-le comme ça, hein, ce rapport néocolonial. Ça veut dire que pour eux,
la France n'est plus véritablement l'omniscient, l'omnipotent, le régulateur, c'est le centre d'intérêt. À premier niveau, ils ont leur propre agenda, leur propre problématique, et que leur centre du monde, ce n'est pas seulement la France aujourd'hui, et que les populations africaines, surtout la jeunesse, ont d'autres préoccupations, regardent ailleurs. Et si vous mettez en cela le corrélex du sentiment anti-français qui est véhiculé, je prends notamment au Sénégal avec les événements de mars, vous avez là tous les ingrédients pour dire que peut-être les Africains ont fait passer très bien la page de la colonisation, de la colonialité, et veulent ouvrir une nouvelle page. Et pourtant c'est une élection extrêmement importante, et même à l'issue de laquelle dépendra ou pourrait dépendre une nouvelle reconfiguration. Ça veut dire que au cas où, et peut-être on y arrivera, au cas où Marine Le Pen accède à la présidence française, eu égard à tout ce qu'il a annoncé en termes de rupture et de changement, ça peut être intéressant pour le continent africain dans la perspective de reprendre son destin en main et de renégocier sa place dans la globalisation. Alors ceux qui pensent que cette élection ne concerne pas vraiment les Africains qui voient cela d'un peu loin, on a vu il n'y a pas longtemps, quand le conflit Russie-Ukraine s'est déclenché, beaucoup d'Africains ont dit ça se passe en Europe, on n'est pas concerné, mais aujourd'hui on a les conséquences, surtout au plan économique. Et ça, c'est le monde que la Covid a instauré. C'est-à-dire que depuis la Covid, on a toujours été d'ailleurs dans le village planétaire. Maintenant, il y en avait qui en avaient claire conscience, d'autres n'en avaient pas encore conscience. Ce que la Covid a révélé, ça veut dire que de facto, que vous en ayez conscience, que vous n'en ayez pas conscience, désormais vous devrez l'intégrer dans votre analyse. La Covid l'a montré avec ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en Ukraine, la crise en Ukraine qui s'est soldée aussi avec des ruptures de kérosène. Ça veut dire qu'on est dans un village... Rupture de kérosène, flambée des prix. Et je peux vous assurer, sans pour autant jouer aux oiseaux de mauvais augure, après le kérosène, ce sera le carburant essence, le carburant gasoil. Et quand on aura fini du carburant gasoil, ce sera l'électricité. Parce que 60% de notre consommation en électricité provient du pétrole avec ce qu'on appelle l'énergie électrique, même si on est dans un régime de mix énergétique. Donc ça veut dire que désormais, voilà le monde dans lequel nous sommes. Le monde des interdépendances, le monde des interrelations, à telle enseigne que ce qui se passe à 10 000 kilomètres d'ici, les dirigeants, les gouvernants et les décideurs se doivent de le considérer comme ça se passait devant leur porte, parce que ne pas avoir une démarche proactive peut générer des surprises désastreuses sur le plan stratégique. Ok. Alors donc, je reviens à vous, cher confrère Karim Diakhaté. Alors voici une affaire qui ne nous concerne pas, mais qui nous touche directement. Alors, ce sont les Français qui vont voter, avec des répercussions sur nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, Africains? Seulement regarder? Mais écoutez, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas une indifférence de la part des Africains, mais effectivement, il y a un désamour. Je pense que c'est là un peu abordé, et cela relève de plusieurs facteurs. Il est vrai qu'actuellement, il y a des changements de paradigme qui sont en train de se passer dans nos relations avec la France, mais il faudrait dire que nos relations justement avec la France peuvent être déclinées en 3 mouvements. Avec les indépendances, il y a eu le général de Gaulle à l'époque, jusqu'aux années 70, avec le président Pompidou, qui était plus ou moins, disons, ami avec d'autres présidents comme Senghor ou autres Bourguiba. Il y avait un peu cette France qui était pour les États africains quelque part une mère généreuse. Par la suite, il y a eu d'autres présidents qui sont venus, Valéry Giscard d'Estaing, avec ses rapports avec certains pays comme la Centrafrique. Il y a eu surtout le cas de François Mitterrand, avec le fameux sommet de la Baule, où il y a eu effectivement une première rupture, quand il a commencé par dire aux Africains, écoutez, il faut vous prendre en charge, entrer dans véritablement les valeurs démocratiques, il faudrait un multipartisme, beaucoup plus de liberté, et cela
avait été pris par les dirigeants africains comme une injonction. Comme une injonction, en fait, il faut le dire, c'était le mot. Par la suite, il y a eu d'autres chefs d'État comme Sarkozy. Et avec lui, on a vu effectivement une rupture systémique de nos relations avec la France. Et qui est venu ici, qui a fait des déclarations justement, la fameuse déclaration de Dakar. Décriée par les Africains. Décriée, où effectivement les Africains ont senti qu'il y avait maintenant cette bravade. Il y avait, en tout cas, c'était le moment de quand même se lever d'un seul bloc pour dire à la France, écoutez, laissez-nous quand même nous prendre en charge. Par la suite, il y a eu François Hollande et ce qui s'est passé avec le Mali et ce qui se continue actuellement. Maintenant, pour revenir plus justement à votre question. Ma question demeure, c'est-à-dire, voici quelque chose d'important qui a lieu loin d'ici, comme l'a dit Siressi. On est concerné, oui ou non, mais les répercussions, on les subit. En réalité, on les subit directement, parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Mais justement, Africains, en fait, je pense que... Qu'est-ce qu'on doit faire la réaction, notre attitude serait quand même de pouvoir déjà compter sur nous-mêmes pour aller de l'avant, mais il est évident que nous n'avons pas su préparer le terrain pour véritablement, en tout cas, pouvoir supporter certains chocs, comme ce qui est actuellement en train de se passer. On a vu avec la crise sanitaire de Covid-19 comment les pays africains étaient un peu à la remorque des autres pays, dont la France et l'Union européenne. Mais c'est au plan sécuritaire que justement les États africains ne sont pas prêts à laisser la France, en tout cas, continuer à leur dicter ses vues. Je m'explique. Vous voyez avec ce qui se passe au Mali, ça fait 10 ans que le problème de la sécurité au Sahel se pose. Il y a des organisations, en tout cas régionales, qui ont essayé, bon an mal an, de constituer en tout cas une riposte par rapport à ces défis sécuritaires. Je parle notamment du G5 Sahel. Et il y a surtout l'apport de la France dans ce jeu. Il y a eu d'abord l'opération Serval. Par la suite, il y a Barkhane qui est en train d'être déployé. Mais tout ça pour dire qu'on a trop dormi sur, non pas nos lauriers, mais on a dormi sur, en tout cas, des évidences qui, pour ma foi, étaient fausses dès le départ. Parce que la France continue à toujours gérer d'une certaine manière notre monnaie. La France continue toujours à nous imposer, qu'on le veuille ou non, en tout cas certains aspects au niveau aussi bien de la politique pure, avec nos différents chefs d'État qui sont toujours arrimés un peu aux vues et aux conditions de la France, mais surtout au plan économique, avec donc toutes ces entreprises françaises qui continuent encore à être en tout cas très présentes en Afrique, et malheureusement on n'a pas le poids nécessaire pour y faire face. Par conséquent, on est plus ou moins obligé jusqu'à présent de subir un peu ce qui se passe en France et disons d'une manière générale dans les autres pays, et cela évidemment va certainement influer sur nos façons de vivre. Mais il est vrai qu'il y a une jeunesse africaine qui est maintenant debout pour véritablement faire en sorte que les dirigeants puissent changer de fusil d'épaule. Mais il est évident que malheureusement, on continue toujours à subir un peu des événements qui se sont déroulés sur un temps suffisamment long pour nous imposer une attitude qui ne doit pas véritablement être la nôtre, en tout cas en ces moments très très chauds, je veux dire, pour la planète. Ok, je pose la même question à Siressi. Voici donc une élection qui nous touche, dont les conséquences nous touchent, mais pour laquelle... Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne vote pas, nous. Oui, mais d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire là est très révélateur et très significatif. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il s'est agi du continent africain et des pays, ce sont les autres qui s'arrogeaient le droit de parler et de nous diagnostiquer, de nous commenter, de nous analyser. Le fait que nous inversons les polarités pour prendre la parole, pour maintenant les analyser à eux,
parler de leurs défis, je pense que déjà du point de vue symbolique et conceptuel, c'est extrêmement important que nous puissions, nous Africains, à partir d'ici, du continent africain, avoir notre propre lecture sur les phénomènes mondiaux en nous basant sur nos propres valeurs, nos propres cultures, nos croyances, mais aussi nos propres intérêts. Ça, c'est déjà quelque chose. Deuxième chose aussi, comme vous l'avez dit, c'est des élections françaises, donc celui qui n'a pas la nationalité française, forcément, ne va pas voter. Mais de l'issue de cette élection va dépendre de deux choses, soit de la continuité ou les ruptures. Si c'est Macron qui gagne, on est dans une forme de continuité, et là, M. Diakhaté l'a dit, depuis Pompidou jusqu'à... Même le général de Gaulle. Très bien, Pompidou, général de Gaulle, etc. Jusqu'au dernier, ça veut dire qu'on est dans les logiques de la France-Afrique, du néocolonialisme, du paternalisme. Et pourtant, Emmanuel Macron a dit qu'il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent, mais en réalité, rien n'a changé. Par contre, si Marine Le Pen gagne, on peut espérer à des bouleversements majeurs, notamment par rapport au franc CFA dont M. Diakhaté a eu à parler. Ça, c'est une grille d'analyse. Une autre grille d'analyse, c'est qu'on est en face d'une société française qui est à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'on a une société française qui reste accrochée à ce qu'on appelle cette France du siècle des Lumières, hein. Disons cette France de la liberté, égalité, fraternité, de cette France de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi c'est peut-être valable là-bas. C'est valable là-bas. Mais dans les rapports entre la France et les autres, c'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces élections-là marquent un tournant décisif dans la société française, en fait, parce que la France vit un tournant décisif à travers ces élections-là. Parce que rien à voir, rien pour voir le résultat que l'extrême droite, disons, la droite a eu à faire est assez révélateur. Des mutations profondes qui sont en train de se poser au niveau de la société française. Et ces mutations-là, au-delà de ces rapports avec les anciens pays africains, mais c'est par rapport à la société française en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux types de sociétés. Une société qui a fait confiance à Macron, à l'heure du bilan, qui a été très déçu de la gouvernance, que Macron a été plus tôt dans une forme de techno-élitisme, quoi. C'était le mondialisme, le libéralisme ultralibéral. Mais pour autant, aussi une société française qui n'est pas ou qui semblerait ne pas être encore prêt à basculer vers la droite, l'extrême droite, eu égard au traumatisme que le Troisième Reich, Hitler a laissé, et que tous les mouvements nazisme, fascisme, etc. Mais et c'est là où ça devient important dans l'analyse. Est-ce que le contenu de l'extrême droite des années 30 est le même contenu? Il m'a semblé dans l'intervalle que pour une certaine bonne frange de la société française, pour eux c'est presque ontologique, disons même c'est philosophique, c'est même religieux quelque part, que quelle qu'en soit la situation, pour cette France qui a donné naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à cette France qui a été le France du siècle des Lumières. Je rappelle que le siècle des Lumières est le siècle qui a donné naissance à la révolution industrielle et technique. Laquelle révolution industrielle et technique va donner naissance à la révolution technologique et numérique. Cette grandeur de la France, liberté, égalité française, pour eux, le fait de voir arriver un parti d'extrême droite, avec tout l'endoctrinement de l'extrême droite, serait un échec en soi du modèle français. C'est pour ça que depuis Jacques Chirac, en 2002, à chaque fois qu'un parti de l'extrême droite arrive au second tour, une sorte de front républicain. Très bien, ce n'est plus une affaire d'élection, mais c'est une affaire de modèle de société. C'est même une affaire de civilisation qui se pose. Et d'ailleurs, ça se pose. Mais seulement qu'on risque de ne pas vivre la même situation qu'en 2002, parce que dans l'intervalle, les gens qui sont accrochés à cette grandeur de la France, et Dieu sait que sur quelques aspects la France aussi était une grande nation, mais la majeure partie des gens qui tenaient à ça étaient des gens d'un certain âge qui malheureusement, hélas, ont été emportés par la Covid pour la majeure partie. Et la génération actuelle sont des générations
qui mettent en exergue leur situation économique et sociale davantage que de regarder sur le rétroviseur, quelle qu'en soit la grandeur dans l'histoire de la France, mais eux, c'est le problème de l'immédiateté et de la quotidienneté qui les intéresse, parce que c'est des citoyens français, voilà, mondialisés, que les retraités, très bien, les gilets jaunes, absolument. Donc eux, ils ont d'autres types de paramètres. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes ethniques, comme parlaient les latins, et ils veulent des solutions. Et il m'a semblé dans l'intervalle que Marine Le Pen, à travers cette campagne électorale, a donné peut-être des pistes de solutions qui on va y revenir. Ce score-là aussi. Ok, le temps de prendre l'avis de Abdou Karim Diakhaté concernant Emmanuel Macron, qui est ni de droite ni de gauche, presque de nulle part. Et puis ensuite, le cas de Marine Le Pen, qui représente l'extrême droite. Quelle est votre façon d'apprécier leur fond politique? Bon, en fait, Macron, si vous voulez, sa chance, c'est qu'il a, en tout cas en 2017, capitalisé un certain espoir des Français quand même de voir sortir, en tout cas de nulle part, quelqu'un qui était connu un peu pour avoir, c'est vrai, séjourné un peu dans un gouvernement sans trop faire de bruit. De François Hollande. De François Hollande, mais c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre alternative par rapport justement à l'extrême droite dont on parle. Il y a eu le cas de ministre Strauss-Kahn avant. Fillon également était out. Par conséquent, il ne restait que Jean-Luc Mélenchon et bien sûr Emmanuel Macron. Cela, quand même, l'a beaucoup aidé. Pour le cas de Marine Le Pen, je pense qu'elle est dans la continuité historique de son père Jean-Marie Le Pen. Parce qu'en fait, elle met en avant l'anti-immigration, la xénophobie. C'est vrai, maintenant... La préférence nationale. La préférence nationale. Elle dit qu'elle n'est pas xénophobe. Elle parle même, en fait, maintenant, elle a changé de discours, plus ou moins. Elle parle de priorité nationale. Elle a dit qu'en fait, une fois au pouvoir, elle allait faire en sorte qu'il y ait un référendum pour modifier la Constitution et faire en sorte qu'il y ait cette priorité nationale et quelque part préserver les intérêts de ce qu'elle appelle les vrais Français par rapport aux étrangers. Et en cela, elle a énuméré un certain nombre de mesures qu'elle allait prendre, notamment dans ce qu'on y est convenu d'appeler le droit du sol. Beaucoup d'autres mesures qui, ma foi, vont certainement être, en tout cas, très mal vues par, je parlais des Français d'origine africaine notamment. Mais Marine Le Pen a bien cassé son jeu. Mais il faut dire également qu'elle est actuellement dans une pente assez positive, du point de vue. Je pense qu'elle est en train de faire sa meilleure campagne électorale. Et elle surfe en fait sur les déçus de Macron et également sur les indécis et les gens qui ont dit déjà qu'ils ne vont pas voter pour Macron, mais qu'ils vont s'abstenir ou voter nul. Alors, un petit mot aussi sur ces partis classiques, traditionnels, que sont le parti de droite et puis le parti de gauche, le parti socialiste. Voici des partis qui sont réduits aujourd'hui à pratiquement rien du tout. Quand on voit les résultats de Valérie Pécresse pour la droite, pour Anne Hidalgo, pour la gauche, on se rend compte effectivement que ces partis traditionnels qui de tout temps ont symbolisé c'était l'un ou l'autre, voilà, c'était l'un ou l'autre, ont certainement, disons, capitulé du fait quand même de l'évolution normale de la vie politique française, mais également du fait que maintenant en France c'est le libéralisme fort et surtout également l'extrême droite qui sont véritablement les mouvements dominateurs. Il faut reconnaître que la gauche a été desservie par le problème à l'époque avec Dominique Strauss-Kahn et autres. C'était lui qui était en position. Et il a été malheureusement, disons, discrédité par cette affaire-là. Et cela, la gauche ne s'en est jamais remise. Et pourtant, François Hollande a réussi à s'installer dans le fauteuil présidentiel. Malheureusement, n'a pas, comme le voulait d'ailleurs la maire de Lille à l'époque, elle n'a pas pesé d'un poids sur la réunification de la gauche et également sur, disons, le nouveau visage que le Parti socialiste français devait présenter. Il a beaucoup trop joué sur la politique extérieure de la France, sur une certaine image de la France, et cela n'a pas aidé
certainement en tout cas le Parti socialiste français. Pour ce qui est de la droite, on l'a vu avec Valérie Pécresse qui avait le plus fort budget. Malheureusement, il n'y a pas que les grandes fortunes françaises qui sont là. Il y a les ouvriers également. Et ce qui est paradoxal, surtout pour le Parti communiste français, beaucoup de communistes ont voté pour l'extrême droite. Et cela a fait que des gens comme Éric Zemmour ont pu prendre beaucoup de voix, non pas de Marine Le Pen, mais beaucoup plus de la gauche et de la droite française. Pour vous dire qu'en fait, ce sont des partis qui sont quelque part lâchés, certainement en route, qui peuvent peut-être après refaire une santé, parce qu'il y a quand même des jeunes leaders qui étaient en train d'émerger, mais qu'on n'a malheureusement pas laissé véritablement, en tout cas, arriver à bon port. On a vu qu'il y a au niveau du Parti socialiste français surtout des jeunes qui voulaient effectivement sortir, montrer leur croc, mais ils ont été très vite, disons, réduits un peu à néant. Et cela a beaucoup plus joué sur effectivement Marine Le Pen, ça l'a beaucoup servi, et Marine Le Pen, cette fois-ci, n'a pas tellement péché par ces défauts habituels, parce que Éric Zemmour s'est servi de ces occupé de cela. S'est occupé de cela, et cela lui a donné quand même le visage d'une présidentiable pour la première fois. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Il y a certes 12 points de différence, on le dit, entre Macron et Marine Le Pen, mais entre le débat qui doit se tenir demain, mercredi, et l'élection de dimanche, il y a encore un fossé. Et il y a beaucoup des choses qui peuvent arriver. De Jean-Luc Mélenchon, qui est le faiseur de loi, qui peuvent se déterminer pour Marine Le Pen. On ne sait jamais. On va y arriver. Je voudrais avoir la réaction également de ces récits sur le fait que ces partis classiques, ces partis habituels, la droite et de la gauche, se soient complètement effondrés et sont presque en train de disparaître. Il y a dit presque, parce que les scores qu'ils ont pu obtenir sont des scores résiduels. Absolument. Et cet état de fait est en réalité l'aboutissement d'un long processus qui a vu le jour depuis 1945. C'est-à-dire que la disparition des partis gauche-droite sur la scène politique, en réalité, était le dernier puzzle d'une stratégie qui a été savamment orchestrée par ce qu'on appelle les tenants du mondialisme, dont la mondialisation est la manifestation la plus expresse, visible. La mondialisation, encore faudrait-il le rappeler, c'est des flux financiers, c'est des déplacements de personnes, de biens, c'est le commerce international, c'est la partie visible. L'autre partie qui est invisible, qui est même au niveau d'idéologie qu'on appelle le mondialisme, est derrière tout ça, parce qu'à un certain moment, l'idée, c'était comment tuer la superpuissance de l'État central. Et à ce moment-là, qu'on les a mis en place à côté de ce qu'on appelle les institutions internationales. C'était pour diluer la puissance des États. Cela n'a pas suffi. On les a mis à côté les multinationales et les transnationales. Cela n'a pas suffi. On les a mis à côté aussi les organisations de la société civile extrêmement puissantes. Et toute l'arrivée de ces institutions, de ces organisations, était faite à dessein de réduire la toute-puissance de l'État, parce que les tenants du mondialisme là sont partis de l'idée que aussi bien la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale était le fait des États, et qu'il fallait voir beaucoup plus loin qu'au-delà de nos superficies. Il fallait voir la planète Terre comme un seul espace, et en ce moment on pourrait avoir des intérêts communs, des intérêts universels. Alors, ce qui fait que les partis politiques qui ont toujours rythmé, classique, gauche, droite, qui ont toujours rythmé la vie politique, elle-même qui a toujours rythmé l'État comme on l'a connu, etc. Il fallait les faire disparaître de la scène à la faveur de montée des extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, mais aussi des ni oui ni non, ni gauche ni droite. Vous parlez comme le président Macky Sall qui disait qu'il ne dit ni oui ni non, donc ni gauche ni droite. Tout ça dans le but de désincarner l'État, de désincarner la
politique pour qu'en définitive, la politique soit au service de l'économie tout court. Oui. Ok, alors je reste avec vous pour que vous commentiez un peu les résultats que l'on a eu au premier tour concernant cette élection française. Il faut dire que chacun des trois qui sont arrivés en tête ont pu voir leur score grimper. Absolument. Macron, il a pu faire 27,8%. Oui. En 2017, il avait fait 24%. Absolument. Marine Le Pen, elle était à 23,1%. Elle est à 23,1%. Et en 2017, elle avait eu 21,30%. Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, lui, il est passé de 19,58% à 22%. Donc ces trois-là, d'une élection à une autre, ils ont pu avancer. Mais on sent quand même que entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les choses se sont quelque peu resserrées. Absolument, absolument. Et c'est très serré. Et d'ailleurs, même si les deux ont fait des progressions, je pense que la progression Marine Le Pen pourrait être beaucoup plus intéressante en termes d'analyse. Parce que qu'est-ce qui a fait fondamentalement que Marine Le Pen, qui a été presque un naufrage en 2017, disons-le, surtout au débat de l'entre-deux tours, et cette Marine Le Pen qu'on voit aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Abdou Karim, tout à fait. Zemmour a joué le rôle qu'elle avait joué il y a quelques années. Tout à fait. Mais même au-delà de Zemmour, je reviendrai par rapport à Zemmour. À mon avis, Zemmour n'a été rien d'autre qu'une stratégie pour ne pas laisser Mélenchon arriver au second tour. À mon avis, Zemmour serait, du point de vue politique et de l'analyse, en parfaite intelligence avec Emmanuel Macron, parce qu'à l'état actuel, s'il n'y avait pas la candidature de Zemmour, Mélenchon serait au deuxième tour. Et si Mélenchon est au deuxième tour, ça c'est un autre type d'élection. Mais je voudrais revenir par rapport à... Vous voulez dire que Macron, il a préféré avoir... très bien, Zemmour. Parce Marine Le Pen en face de lui. Voilà, en face de lui, parce qu'en ce moment, ce n'est plus une élection, un débat politique, mais c'est un débat civilisationnel. Ça veut dire que c'est un peu le remake de Chirac en 2002. On va dire que, attention Français, levez-vous. C'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a aussi une sorte de mouvement tout sauf Macron. Voilà, c'est vrai. Donc, il fait que pour Macron, du point de vue stratégique, c'était beaucoup plus doux, pour parler ivoirien, pour lui d'avoir Marine Le Pen que d'avoir la gauche avec Mélenchon. Sinon, alors, il m'a semblé que Zemmour, étant un pion de ce mondialisme dont je vous parlais, quelque chose de cette doctrine-là, Emmanuel Macron étant aussi un parfait élément de ce mondialisme-là, et vous avez tous les ingrédients réunis. Mais je voudrais mettre le curseur sur la dame Marine Le Pen. Et qu'est-ce qui a changé dans l'intervalle? Et c'est ça qui est important. Parce qu'avant, c'était le Front National. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Au-delà des concepts, qu'est-ce qui a changé en contenu? Le Front National, Jean-Marie Le Pen, c'était deux axes programmatiques dans son discours. C'était le racisme et l'antisémitisme. Le racisme envers les Noirs et les Maghrébins et l'antisémitisme. Il ne parle pas de racisme, il parle de préférence nationale. Encore. Très bien. Et Marine Le Pen a fait évoluer le vocabulaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers cette campagne, quand vous l'entendez parler, il n'est plus dans son offre programmatique que sur les questions identitaires. Maintenant, il est sur les questions économiques, les questions sociales, les questions de sécurité, voire même les questions d'environnement. Ça, c'est le premier chose. D'ailleurs, ce qui vous le dit, c'est que quand son père disait que l'Holocauste est un détail de l'histoire, elle va dire que c'est la plus grande barbarie qu'a connue l'humanité. Ensuite, dans la subtilité, même si elle avait voté la loi contre le mariage pour tous, mais on voit Marine Le Pen ménager les lobbies LGBTS. La majeure partie des préoccupations qui intéressent l'écologie politique, Marine Le Pen les prend en cache à travers les alternatives au nucléaire, etc. Donc, ce qui fait que dans son discours,
quand j'analyse le discours de Marine Le Pen et que j'emprunte les grilles de lecture de la science politique, je peux dire qu'elle n'est plus à l'extrême droite. Mais elle est au centre droit. Elle est en train de... Très bien, elle est au centre droit, contrairement à son père qui était de l'extrême droite pure et dure. Mais elle a un peu évolué dans le ton et dans la teneur de son discours, qui fait que peut-être, c'est ça qui lui a valu. Qui lui a permis de marquer un certain nombre de points. Sans compter aussi la grande déception de Macron, parce que les gens avaient pensé que en ne votant ni gauche ni droite, en menant quelqu'un en apesanteur, mais les gens se sont rendus compte que la situation s'est devenue beaucoup plus pire qu'avec le Parti Socialiste ou avec la droite en France. D'accord. Abdou Karim Diakhaté, il faut dire que là, nous sommes en pleine semaine qui précède ce vote-là du 24 avril, et donc c'est le jeu des alliances. Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de mot d'ordre, parce que celui qui vient en troisième position, il est un peu comme un arbitre, il n'a pas donné de mot d'ordre. Il a dit seulement, pas une seule voix à Marine Le Pen. Absolument. Comment vous expliquez ça? Comment vous entendez cela? Et puis de l'autre côté aussi, il y a ce front, tout sauf Macron. Oui, en réalité, Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'a pas donné effectivement d'injonction, de mot d'ordre à ses souteneurs, n'en a pas moins indiqué la voie à suivre. Parce que vous savez, au niveau de la France insoumise, il y a, ils ont donné à leurs militants disons, une sorte de bulletin entre les deux tours pour leur dire, écoutez, vous pouvez vous déterminer de trois façons. Soit vous votez blanc, soit vous vous abstenez, soit vous votez Macron. Par conséquent, c'est ne pas voter pour Marine Le Pen. C'est évident. Mais le grand problème avec Jean-Luc Mélenchon, qui, il faut le dire, était pratiquement, disons, le préféré des Africains, la plupart des Africains et des Français d'origine africaine, pour plusieurs raisons. Parce que c'est lui qui, quand même, défendait les thèses beaucoup plus, disons, qui allaient beaucoup plus dans le sens des intérêts de l'Afrique. Jean-Luc Mélenchon, donc, n'a pas pu arriver à bon port du fait de ce que Siré a un peu expliqué. C'est Zemmour qui n'ont pas égratigné les voix de Marine Le Pen, mais plutôt celle de Jean-Luc Mélenchon et une partie de la droite et de la gauche également. Mais en réalité, il est certes un faiseur de roi, Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez, les électeurs français, ce sont des électrons libres. C'est vrai que la plupart des gens qui avaient voté Mélenchon, certainement, son parti politique s'appelle voteront certainement contre les insoumis. Non pas pour Macron, mais contre Marine Le Pen. Mais le grand problème, c'est qu'il y a encore, disons, un mystère qui peut planer. Parce que quelque part, c'est le taux d'abstention et surtout les indécis qui vont certainement mettre un bulletin blanc qui vont déterminer la suite des événements. C'est vrai qu'il y a le débat de demain qui sera certainement déterminant, même s'il ne sera pas capital, parce qu'on a vu dans le temps des débats où il y avait effectivement des changements importants qui étaient arrivés. Quand je me rappelle un peu le débat entre, j'étais très jeune à l'époque, entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Le premier débat, quand il lui disait que vous n'avez pas le monopole du cœur, et par la suite, quand Mitterrand en 81 avait, par un subtil jeu par des gestes, insinué à Valéry Giscard d'Estaing un peu son rôle en Centrafrique avec l'affaire des diamants qu'il n'a pas évoqué, mais que tout le monde attendait. Et qui a été une affaire très déterminante. Pour une petite maladresse, on ne sait jamais. Macron pourrait perdre des voix, on ne sait jamais, parce qu'en fait c'est un terrain glissant. Et cette fois-ci, Marine Le Pen s'est très bien préparée. Elle s'est bien préparée, elle a eu le temps un peu de voir par rapport à 2017 tout ce qui n'avait pas marché. Et cette année, Macron se présente avec un bilan. Avec en fait, il pourra être, disons, quelque part, amené en tout cas aux cordes par rapport en tout cas à ce bilan, qui n'est pas totalement reluisant. Parce que beaucoup de Français sont vraiment dans l'indécision. Beaucoup se disent que, écoutez, la preuve de difficulté de Macron, ça a été ces gilets jaunes dans la rue pendant de longues semaines. Très longtemps. Oui. C'est vrai qu'il y a eu la bonne gestion de la pandémie de Covid. Et là quelque encore. Part qu'il a un peu, et encore. Mais il y a qu'il surfe actuellement sur des aspects très positifs, avec surtout cette crise entre l'Ukraine et la Russie.
qui quand même lui a donné du grain à moudre, parce que quelque part, on ne change pas un capitaine en pleine tempête. Et par conséquent, cela va certainement l'aider. Mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, c'est un faiseur de loi, mais qui n'a pas toutes les armes pour pouvoir, en tout cas, indiquer à son électorat la voie à suivre. Et si l'on voit les résultats du premier tour, 24% pour 27% pour Emmanuel Macron et 24% pour 23% pour Marine Le Pen. Ouais. Je ne dirais pas que c'est assez serré, c'est 1 500 000 voix à peu près. Bon, pour le second tour, c'est vrai que le report de voix va vraiment pour Macron, mais il faut s'attendre quand même à des élections, en tout cas, un scrutin assez serré. Moi, bon, certains, je vois des sondages qui pronostiquent entre 54-56%, mais je me dirais qu'avec un 52%, Macron s'en tirerait à bon point. Ok, d'accord. Siré, votre lecture de la situation, le jeu des alliances, les indécis vont peser lourd. Absolument. Voilà. Les insoumis de Jean-Luc Mélenchon également vont peser lourd. Et puis en même temps, on a devant nous une sorte de tableau bizarre avec d'un côté le Front républicain, donc qui est contre Marine Le Pen, et puis de l'autre côté les tout sauf Macron. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait un peu le charme de ces élections-là. Je disais tout à l'heure que la France est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, c'est la société française qui est en crise, d'ailleurs, en termes d'orientation stratégique. Mais en tout cas, je puis vous assurer au débat de demain, Marine Le Pen va prendre sa revanche. Du point de vue parce qu'elle a été laminée en 2007. Ouais. Et de 2007 à 2022, dans l'intervalle, la dame là, politiquement, elle a tellement évolué. Elle a mûri. Elle a tellement mûri, elle a fait sa mue, que j'allais même dire que chimiquement, elle est pure. Et dès lors que chimiquement elle est pure, elle risque de gazer Macron. En tout cas, le débat. Qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration concernant les instances internationales? Il faut remanier l'ONU, faire entrer l'Inde, les pays africains et tout ça. Elle a même cité le Sénégal. Absolument. Mais ça, c'est un débat qui le précède de lui. C'est une déclaration. En fait, elle prend la balle au rebond en réalité. Parce que ce discours-là, c'est ce que la Chine dit depuis très longtemps, c'est ce que l'Afrique dit très longtemps. Et d'ailleurs, l'une des conflictualités diffuses de la crise en Ukraine, c'était en fait ça. Ça veut dire que le monde de 1945 n'est plus le monde de 2002 et par voie de 2022. Et par voie de conséquent, les grands équilibres, il faudrait les repenser. En réalité, elle prend la maintenant. Elle se rapproche de Poutine? Oui. Idéologiquement, oui. Idéologiquement, parce que on est dans une forme de ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Vous savez, avant, on était dans le bilatéralisme ou le bipolarisme, disons-le comme ça. C'était la Russie et les Unions soviétiques. C'était les pays satellites. Maintenant, quand le mur de Berlin s'est effondré, on est passé d'un bipolarisme à un unipolarisme, à un unilatéralisme des États-Unis. Maintenant, c'est ce unilatéralisme-là qui est remis en cause par tout le monde, la Chine, la Russie, la Russie, Marine Le Pen. Maintenant, on ne veut plus, en réalité, on ne veut plus passer à un bipolarisme, mais on veut passer à un multipolarisme. Et passer à ce multipolarisme-là ne pourra être possible que l'arrivée au pouvoir des partis qui ne sont ni de la gauche, ni de la droite traditionnelle, ni de la gauche traditionnelle, mais des extrêmes ou bien des partis. Alors, ce qui est curieux, on la taxe de raciste et tout, on taxe l'extrême droite de racisme, mais c'est quand même elle qui dit que les pays africains doivent... Absolument. Et d'ailleurs, elle a dit que si elle est élue, elle lâche les griffes qui sont sur les pays africains. Absolument. Et d'ailleurs, vous y croyez? Absolument. Et d'ailleurs, c'est là où le débat de demain sera intéressant. Parce que si aujourd'hui, il y a en France une sorte de tabou pour le vote, l'extrême droite. Ça veut dire que quel qu'en soit le contenu programmatique, quels qu'en soient les axes
que propose l'extrême droite, dès lors que c'est porté par l'extrême droite, il y a une sorte de tabou moral. Maintenant, aujourd'hui, qui ont basculé, très bien, qui ont basculé. L'Autriche. Mais d'ailleurs, l'arrivée d'un pouvoir d'un certain Donald Trump dit que, même de Barack Obama, beaucoup plus loin, avec le contexte, etc., ça veut dire que la dame a brisé ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, ce n'est plus une honte de voter pour l'extrême droite. Et tout dépendra maintenant de son débat, comment elle pourra convaincre aux Français que l'extrême droite, qui était dans les questions identitaires, a fondamentalement changé pour faire ça. Et d'ailleurs, ça se voit à travers elle. Et puis, en tout cas, pour nous, Africains, j'allais même dire pour nous, Think Tank Africa Worldwide Group, l'une des offres politiques entre ces deux candidats qui va nous permettre de renégocier un tout petit peu notre place dans la mondialisation. Marine Le Pen. Ah oui, c'est Marine Le Pen. Parce que déjà... Alors, tout à l'heure, vous allez donner votre pronostic. Absolument. Abdou Karim Diakhaté, dites-nous, le débat, vous en avez parlé tous les deux, le débat de ce mercredi, c'est un débat important qui va mettre, ça fait partie du jeu démocratique, qui va opposer Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Comment vous le voyez? En fait, en réalité, le débat va beaucoup plus porter sur ce qui intéresse les Français d'abord, le pouvoir d'achat des Français. Parce que c'est en fait là la question essentielle. Parce que en réalité, Marine Le Pen, effectivement, on l'a dit, elle a beaucoup changé entre-temps. Oui, Cyril dit que elle avait été laminée en 2017 et là maintenant... Et elle avait malheureusement, parce qu'en fait, par la suite, on a expliqué qu'elle n'avait pas disposé de ses fiches à temps. Elle ne s'était pas préparée, malheureusement, et voilà. Et il faut le dire, elle avait beaucoup trop insisté sur des aspects qu'elle ne maîtrisait pas trop, et elle avait également chuté sur une question qu'elle avait complètement, disons, mal sortie. Maintenant, pour demain, ça va être différent, parce qu'en réalité, même dans son programme, elle porte des questions essentielles qui concernent le pouvoir d'achat en France. Déjà sur le problème de la TVA, elle a dit qu'elle était prête à baisser la TVA d'une manière tellement importante que beaucoup d'analystes se sont, disons, levés pour dire que c'est pas possible quand même. Parce que la TVA en France, c'est 38% des recettes fiscales des finances publiques. Mais bon, elle le dit, et avec beaucoup d'assurance, pour dire qu'elle a une certaine, en tout cas même dans ses propos, il y a une certaine sérénité qui transparaît. Et sur d'autres points également, elle a dit qu'elle va faire beaucoup de choses par rapport au salaire. Elle a parlé de faire en sorte qu'il y ait des revenus pour les retraités. Beaucoup de choses sur lesquelles c'est plutôt la gauche qu'on attendait. C'est-à-dire que beaucoup d'éléments qui devaient être défendus par Jean-Luc Mélenchon sont pris en compte par Marine Le Pen. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron va venir avec un bilan qui a été quelque part souillé un peu par cette longue grève des Gilets jaunes, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Par conséquent, beaucoup de déçus donc du premier mandat de Macron vont quand même lui prêter oreille pour voir en quoi il pourrait tirer profit de ce que effectivement Marine Le Pen va faire. Alors rapidement, ce débat est un élément du jeu démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez? En Afrique, de temps en temps, on le voit, mais bon, on l'a vu en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas encore institué. Vous souhaitez que ce soit institué dans les pays africains? Parfaitement, comme aux États-Unis, ou en tout cas dans les grandes démocraties, parce que ce serait comme pour les autres type de respiration de la démocratie, ce sont des moments forts qui permettent quand même, en tout cas aux électeurs d'abord, au peuple d'une manière générale, de pouvoir avoir en tout cas un choix par rapport un peu à la gestuelle, par rapport aux idées mises, par rapport en tout cas à ce que effectivement le postulant veut bien leur proposer. Mais toujours est-il que même si ces débats ne sont pas tellement capitaux, ils sont quand même déterminants par rapport en tout cas à l'issue de l'élection. Parce qu'il est évident qu'une maladresse peut coûter à l'un ou l'autre beaucoup de voix. Ouais.
Ok, vous souhaitez que ce genre de débat s'inscrive dans le jeu démocratique africain, dans les pays africains? Oui, mais bon, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même registre. Par exemple, en France, ça peut avoir un sens. Ça peut avoir un sens en Afrique, mais ça a plus un sens en Afrique. Parce que en Côte d'Ivoire, on l'a vu en 2010. Tout à fait, ça peut. Tout à fait. Donc, là où c'est très important dans une société comme la France, n'oublions pas que c'est la patrie de René Descartes aussi, qui nous disait faites tabula rasa, la rationalité. Ça veut dire que là-bas, même la politique ne sort pas du domaine de la rationalité. Mais nous, en Afrique, on est plus dans l'émotivité que dans la rationalité. Ça veut dire que est-ce qu'on fait un débat pour parler à notre raison ou on fait un débat pour faire parler à notre cœur? Et c'est ça la problème. Parce que quand c'est ça aussi une élection. C'est ça aussi une élection. C'est les deux. C'est pour ça que comme nous, comme disait Senghor, que la raison est laine, comme l'émotion est nègre, il nous a semblé que de la même manière qu'en Occident, en France, on met l'accent sur le débat de l'entre-deux tours, que nous, on met l'accent sur les meetings et disons sur tout le brouhaha. Et puis en réalité, c'est en fonction du candidat qui aura fait le meeting le plus chaud, hein, le plus ambiancé, disons-le comme ça, qui pourrait peut-être... ça veut dire que les élections en Afrique, ce n'est pas que seulement de la rationalité, il y a énormément de l'émotion, du cœur, et ce cœur a ses raisons que la raison elle nous ignore. Hein. D'accord. Maintenant, une question importante, vous étiez en train de l'aborder. Quel est parmi ces deux candidats celui qui pourrait avoir la préférence des Africains, celui qui peut poser des actes plus tard pour les Africains, dans le sens d'une meilleure relation entre la France et les pays africains, notamment les pays africains francophones. Tout à fait. En tout cas, ce serait... Et vous étiez en train de dire que vous avez une préférence pour... Tout à fait. En tout cas, Le Pen. Parler au nom des Africains, ce serait assez prétentieux de ma part, mais parler pour notre think tank que je dirige, qui s'appelle Africa Worldwide Group, notre choix est vite fait, c'est Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que déjà pour la question du franc CFA, aujourd'hui, en réalité, les pays africains de l'ancienne colonie sont devenus des arrière-cours de la France. Je ne veux même pas revenir sur les détails, mais tout ce qui est stratégique dans nos pays-là est encore sous la contrôle des France. Mais vous me direz qu'on est indépendant, certes, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, même 90% dépendent de nous quand même. Mais il y a 10% qui fait que le jeu international est tellement déséquilibré, c'est ce que Senghor appelait la détérioration des termes de l'air, qui font qu'aujourd'hui, à l'image de Floyd aux États-Unis, on a mis le genou sur notre coude quelque part, sur notre cou quelque part. Et quand on voit un candidat qui dit que, chers Africains, si demain vous voulez sortir du franc CFA, je vais vous en faciliter. Et tout le monde sait que la majeure tendance des Africains, c'est de sortir de ce franc CFA-là. Donc c'est peut-être les chefs d'État. Et au-delà de... Mais vous y croyez? Vous croyez à ce discours? Ah oui, absolument, parce que il y va même dans la logique du monde actuel. Et d'ailleurs, quand Marine Le Pen dit qu'elle va sortir de l'euro, même si elle s'est rétractée ces derniers temps-là, à mon avis, la conséquence normale par rapport à toutes les politiques qu'elle va prendre, et je sais que c'est des politiques qui vont faire souffrir nos frères africains qui sont basés là-bas, mais la contrepartie, c'est aussi de gagner beaucoup plus en liberté et en autonomie. Donc le risque avec Marine Le Pen, c'est que les pays africains vont pour eux s'en sortir, alors que les communautés africaines vivant là-bas pourront être plus ou moins persécutées d'une certaine manière, parce que je vous rappelle, il a même dit que quand il est élu, le port de voile sera assimilable à une infraction routière et tu payes 160 €, quoi. Oui. Tout à fait. Ok, c'est bien clair. Donc, vous optez pour Marine Le Pen. Abdou Karim Diakhaté, même choix? Non, du tout, en fait. En réalité, mon avis est que derrière le vernis des propositions alléchantes de Marine Le Pen par rapport aux collaborations souverainistes, elle a parlé de rapports beaucoup plus, disons, policés avec nos États et autres. Je pense qu'il y a beaucoup plus, en fait, d'aspects négatifs par rapport à tout ce qu'elle a pu développer comme projet, en tout cas liberticide, par rapport en tout cas à la diaspora africaine et autres. Mais il y a aussi un fait
à défaut d'avoir pu, disons, voter pour Mélenchon, d'avoir pu en tout cas voir Mélenchon arriver, il est évident que le choix, disons, raisonnablement des Africains devrait se porter sur Macron, parce qu'au moins lui, les gens le connaissent. Alors que il n'a pas tenu parole. Il a soutenu des actes en Afrique. C'est le sentiment de beaucoup d'Africains, c'est le sentiment de beaucoup de Français d'origine africaine. Macron a déçu. Mais entre choisir... Il faut prendre le moindre mal. Le choléra et si on peut parler les comme gens ça. ont très vite fait leur marché. Hein. Ils préfèrent quand même quelqu'un avec qui ils pourront certainement voir certaines choses, parce que quand même Macron était en train d'impulser à la France-Afrique des changements notables. Il y a eu le dernier sommet. C'est un gros point d'interrogation. C'est un point d'interrogation, certes, mais encore une fois, Marine Le Pen ne rassure pas. Ok, alors nous sommes au terme de notre émission. Vous pensez que c'est Macron qui va gagner? Quel est votre pronostic? Je pense que Macron va remporter l'élection, mais avec, disons, une courte avance. Disons, je dirais 52%. 52%. Vous pensez que Marine Le Pen va gagner? Et j'allais même dire Marine Le Pen, l'africaine. Ouais. Avec quel score? 52%. Hein. 52%. D'accord, ok. Donc, les dés sont jetés. Rendez-vous le 24 avril pour avoir le résultat de cette élection présidentielle en France. Entre-temps, il y a ce débat entre ces deux tours-là, ce débat qui va opposer Marine Le Pen à Emmanuel Macron. On va le suivre également. Et puis, on va peut-être espérer se retrouver la semaine prochaine pour faire le point, pour parler de ce débat et pour parler des résultats. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. Nous vous proposions Tribune du mardi et aujourd'hui, c'était l'élection française. Merci encore d'être en compagnie des antennes du groupe Label Média, composé, je vous le rappelle, de Label Télévision, la chaîne panafricaine, Sunu Label, la chaîne au cœur du Sénégal, et de Radio Label. Merci encore, au revoir et à bientôt.